続けば、溶岩が沖合に出現した直径およそBonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format actualité. J'ai le plaisir de partager cette 4e émission sur les news japonaises avec Gaël. Bonjour Gaël. Salut Charlie. L'idée principale de ce podcast, pour vous le rappeler, c'est de vous sélectionner tout un tas de news liées au Japon, des news qui sont tombées dans le mois de février 2024. Et c'est aussi un jour spécial aujourd'hui puisqu'on va fêter les 1 an du podcast, Gaël. Oui, on enregistre le jour des 1 an du podcast, donc voilà, déjà 1 an, 30 épisodes. Merci Charlie d'avoir rendu ça possible. Et merci à tout le monde de nous écouter. Donc on passera un petit peu plus de temps en fin de podcast pour vous dire, vous expliquer un petit peu tout ça. Mais en tout cas, merci à tout le monde et n'hésitez pas à partager le podcast. Ouais, c'est une super nouvelle pour nous et puis on voit que les nouveaux formats que l'on a lancés avec l'actu et les destinations, ça fonctionne bien, donc on continuera d'autant plus. Et pour cette capsule aujourd'hui sur les actualités japonaises, on va aborder comme d'habitude différentes thématiques, notamment la politique et l'économie pour commencer, mais également des faits divers, des scandales à la japonaise, et on terminera sur des infos plutôt liées à du tourisme comme la fin d'un matsuri, et on va vous faire quelques rappels sur les sakuras, etc. Et en fin de podcast, on va vous donner le programme à venir évidemment sur Kanpai. Et pour commencer donc une actualité liée à l'économie japonaise, en fait ce sera plutôt un rappel et pour vous confirmer également ce que l'on avait dit il y a quelques mois Gaël, c'est que le 15 février 2024, le Japon il a officiellement perdu sa 3e place au classement des économies mondiales et il passe officiellement derrière l'Allemagne, donc se retrouve 4e. Ça on l'avait déjà évoqué sauf que ça a été acté on va dire. Et pour info, donc, le Japon avait déjà perdu cette place au profit de la Chine, donc sa 2e place, en 2010, et c'est toujours évidemment les États-Unis qui occupent la tête du podium. Donc le PIB japonais, au final, il a reculé seulement ces derniers temps de 0,1% donc au 3e trimestre 2023. C'est un recul qui est très minime, hein, mais c'est vrai qu'il n'avait pas été anticipé par les économistes et en fait ils avaient même tablé plutôt sur un retour de la croissance. Donc officiellement, le Japon a acté donc sa récession. Et c'est pas la première fois que le Japon est en récession. La récession japonaise de 2001 était liée, elle, à l'éclatement de la bulle Internet. Donc c'était des entreprises qui étaient surcotées. C'est ça. Et en 2008, c'était les subprimes et la crise financière mondiale qui avaient fait du mal justement à cette économie-là. Donc sur Kanpai, on a déjà évoqué ça récemment puisqu'on en a reparlé dans un article dédié sur le salaire moyen au Japon qui a été publié en fin janvier. Si vous ne l'avez pas encore vu passer, vous pourrez y aller sur kanpai.fr évidemment. Et donc ça vous explique que le PIB japonais, il ne cesse lui de reculer ces dernières années et ce qu'on avait évoqué nous ensemble lors d'un podcast, c'était notamment dû à sa baisse démographique, donc de moins en moins de personnes en capacité de travailler par rapport à l'âge et d'une population beaucoup moins nombreuse qu'auparavant. Et également le cours du yen, lui, qui est maintenu à des taux qui vont être historiquement bas, même si on a dit que ça allait remonter dans l'année, selon le gouvernement japonais, c'est vrai que c'est encore maintenu très très bas. Donc c'est difficile d'avoir une économie compétitive, on va dire, dans ces conditions-là. Oui, c'est assez incertain. Et puis au-delà de ce que tu as dit, donc du vieillissement démographique et puis de la chute du yen, on voit aujourd'hui qu'a priori, on n'est pas dans un contexte de bulle économique, donc c'est pas quelque chose qui est censé éclater. Là, vraiment, la perte de cette 3e place, elle est symbolique parce que l'Allemagne passe devant, mais sans grand effort. C'est plutôt le Japon qui baisse en fait dans son économie. Et paradoxalement, personne n'est vraiment inquiet. L'augmentation, le renforcement entre guillemets du yen, il est annoncé, mais après, voilà, il peut prendre son temps aussi. Hein, ça va pas forcément venir dans les semaines qui viennent. On ne sait pas du tout, mais ça pourrait prendre plus de temps que prévu. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la bourse japonaise ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Elle a battu un record qui n'avait pas été atteint depuis, je crois, des décennies. Donc là, ils visent les 40 000 points à l'indice Nikkei et les entreprises se portent bien, notamment dans le domaine de l'immobilier et puis de la banque. Enfin, plutôt des fonds de pension en quelque sorte. Donc voilà, l'économie japonaise va mal et pas du tout mal à la fois. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est aussi très 2024. Maintenant, on va pouvoir passer à notre triptyque sur les scandales à la japonaise, on va dire, puisqu'on va commencer avec Taro Aso. Taro Aso, c'est un ex-premier ministre du Japon. C'est aussi un ancien champion olympique de tir. Je ne sais pas si tu savais, Gaël, j'ai appris pas récemment. Du tout. Tu me l'as appris juste avant le podcast. Multicasquette. Cet homme, on va en parler, mais il n'est clairement pas à ses premières gaffes, entre autres. Donc, on va dire que c'est même des gaffes plus. Avant de vous présenter la news de février, on va quand même vous faire un petit topo sur l'homme. La légende.
à lui seul. Puisque donc c'est un comportement qui amusait au départ apparemment un peu les Japonais, ça a peut-être participé même à sa montée en puissance, on va dire, pour se faire élire peut-être, mais je crois qu'il commence à de plus en plus douter de lui, de ses compétences, et puis surtout que c'est un personnage assez gênant dans le paysage politique, commis de nombreuses erreurs politiques, notamment dans ses discours, qui juste en termes d'infos vont être souvent contredites par les membres de son propre parti. Après, voilà, il y a quelques petites phrases qu'on peut dire déjà qui prônent quand même plutôt la prétendue pureté raciale, avec une citation par exemple traduite de l'anglais, hein, mais qui dit en gros une culture, une civilisation, un langage et un groupe ethnique. Donc voilà, on voit à peu près où il veut en venir. C'est un personnage également qui va être assez négligent vis-à-vis des femmes, et ça on y reviendra tout à l'heure, mais aussi de la population japonaise, puisque par exemple, à propos de l'explosion des dépenses médicales japonaises, il dit, je cite, mes dépenses médicales sont beaucoup plus basses parce que je marche, entre autres, et pourquoi je devrais payer pour ceux qui ne font que boire et manger et ne font aucun effort. Donc voilà, ça c'est des choses qui vont sortir en public, à la cool. Taro Aso, c'est également un homme politique qui est connu pour son train de vie très, on va dire qu'il profite de la vie, avec son argent. Et donc, face aux critiques des journalistes à ce propos, justement, il dit « Je pense que les bars et les restaurants des hôtels sont des endroits sûrs et peu chers », avant de préciser, parce qu'il a bien vu que ça mettait les gens dans l'embarras, que c'est son style de vie et qu'il n'en changerait pas, et parce qu'il a un peu de chance dans la vie, puisqu'il a de l'argent. Et c'est lui qui paye. Oui, c'est un épicurien, oui. Il va bientôt pouvoir gagner encore plus d'argent, je pense, en sortant un recueil de ses meilleurs saillies. Et donc pour aujourd'hui, on voulait vous en parler puisque ce vice-président du Parti libéral-démocrate, donc le fameux PLD dont on a déjà parlé, a donné son avis sur l'apparence de la ministre des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, qu'il a qualifié d'Obasan. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Obasan, Gaël ? Une grand-mère. Exactement. Donc oui, effectivement, il a insulté cette femme de vieille dame, tout en louant ses compétences en même temps. C'est pour ça qu'il est fort quand même. Il a loué ses compétences diplomatiques, notamment sur la scène mondiale, puisqu'il y a eu une assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre dernier, donc en septembre 2023. Donc il dit, je cite, mais nous avons été impressionnés par la façon dont cette vieille dame s'est si bien comportée. Je ne dirais pas qu'elle est particulièrement belle, a-t-il déclaré au passage. Je rigole, mais évidemment, c'est plus l'homme qui fait rire que ses propos. Et donc il a déclaré cela avant de la féliciter pour avoir parlé avec assurance et organisé des réunions diplomatiques sans compter sur des assistants. En plus de ça, je crois qu'il avait mal prononcé son nom et son prénom, puisque entre autres il l'appelait par un autre nom, puisqu'il s'amusait à l'appeler Kamimura. Voilà. Ah, c'est peut-être un jeu de mots, ouais. La réponse de la ministre japonaise, elle, a été assez sobre, et voilà, je pense qu'à la japonaise dans le sens où elle ne veut pas faire de vagues. Mais par contre, il y a un professeur qui a quand même pris cette défense, Toko Tanaka de l'université de Tokyo. Lui, il est spécialisé sur les études de genre, et donc il a vivement critiqué les commentaires de Monsieur Aso, notamment sur le fait de perpétuer des stéréotypes selon lesquels la valeur de la femme réside dans son apparence et sa jeunesse. Notamment au Japon, c'est un peu vrai partout, on va dire. Mais c'est plus ces critères-là qui font foi, on va dire, dans l'environnement politique japonais. Et d'ailleurs, à ce titre, on peut souligner cette info, puisque dans la sphère politique, le Japon se trouve 138e sur 146 nations comptabilisées dans le classement des inégalités de genre dans la sphère politique. Donc voilà, on sait déjà que le Japon ne brille pas, et Taro Aso il participe largement. Non, malheureusement, il est entre guillemets là, représentant de cette obsolescence entre guillemets du monde politique japonais qui est très qui est très occupé par les hommes vieux aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très vivement critiqué. Tu l'as dit, sur l'égalité homme-femme, le Japon est très en retard. Je me souviens notamment il y a quelques années c'était une espèce de groupe entre guillemets qui s'était formé pour réfléchir à la place des femmes dans les rôles de décideurs au Japon. Et sur la photo du site internet, on avait, je crois, 12 hommes. Donc ça, c'était assez drôle. On en avait parlé dans un article campagne. Enfin, drôle si c'était pas triste. On a essayé de le voir comme ça avec humour, mais ça montre quand même que le Japon a beaucoup de retard à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc là, c'était l'occasion aussi d'en parler grâce à une nouvelle sortie, mais ce ne sera pas la dernière, je pense, de Taro Aso. Peut-être que chaque mois, on pourra vous citer une phrase de Monsieur Aso.
Deuxième scandale du mois, il concerne cette fois-ci le sumo. Donc l'ancien champion de sumo Hakuho a été sanctionné pour des actes de violence envers ses élèves. Alors Hakuho, vous le connaissez peut-être, alors même si vous ne connaissez pas forcément son nom, c'est un ancien très grand champion de sumo, hein. Il était Yokozuna, donc le grade le plus élevé des lutteurs. Il est né en Mongolie, il a grandi à Hokkaido, et il a quand même gagné 45 tournois de sumo avant de prendre sa retraite, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans et demi, en septembre 2021. Il était déjà critiqué à la fin de sa carrière, hein, pour son style de combat qui était assez peu académique. Et là, depuis juillet 2022, il a monté sa propre école de sumo, donc il forme des jeunes lutteurs. Et il est connu maintenant sous le nom de Miyagi-No, parce qu'en fait, dans le monde du sumo, souvent on a des pseudos en quelque sorte comme ça. Donc là, il a été mis sur le devant de la scène pour des faits de violence sur 2 de ses élèves, dont son protégé, Hokuseiho, qui a 22 ans. Donc pour les petites mensurations, Charlie, c'est 2,04 m et 182 kg, donc un petit bébé. Déjà, ce lutteur, hein, Hokuseiho, s'était retiré du tournoi de janvier à Tokyo au bout du 6e jour. Je rappelle qu'un tournoi, ça dure 2 semaines, pour cause de blessures au genou, et c'est à peu près à ce moment-là que l'affaire est sortie. Donc peut-être même que ce serait lié. Ce qu'on lui reproche donc à Hakuho, ce sont des actes de violence qui ont duré quand même plus d'1 an. On parle de coups au visage, dans le dos et sur les testicules. Il a frappé les fesses de ses élèves avec un balai. Et pour la petite anecdote, il a aussi allumé du spray insecticide pour projeter des flammes vers ses élèves. Donc quand même du haut niveau. Il a fait de la recherche pour diversifier ses attaques. Voilà, c'est ça. Il a démissionné fin février, donc devant le scandale, hein. C'est ce qu'on fait au Japon, donc ça, et puis des excuses publiques, hein. Donc il a fait des excuses à la presse. En fait, il a surtout fait ça en prévention quand le scandale a éclaté, parce que la fédération de sumo japonais donc l'a rétrogradé au rang le plus bas des anciens sumo. Donc il y a des rangs, c'est quelque chose d'assez honorifique au Japon, c'est quand même quelque chose qui est assez traditionnel et puis bien encadré. Donc il a eu ça comme punition entre guillemets principale, ainsi qu'une baisse de 20% de ses revenus pendant 3 mois, et il ne représentera pas son école pour le tournoi du mois de mars, donc à Osaka. Alors c'est l'occasion aussi pour nous de parler un petit peu du sumo, parce qu'il y a beaucoup de touristes en fait qui voyagent au Japon, qui veulent profiter du sumo, et c'est normal parce que c'est un sport quand même qui est quasi exclusivement japonais en fin de compte. Et puis c'est quelque chose qui est très intéressant. Enfin, moi j'ai eu l'occasion d'assister à un tournoi il y a un petit moment, et c'était vraiment, alors que j'ai pas spécialement intérêt pour ce sport-là, mais c'était vraiment un grand moment, donc j'ai beaucoup apprécié. Je rappelle qu'il y a 6 tournois de sumo donc, au Japon par an, seulement les mois impairs, donc janvier, mars, mai, etc., qui se déroulent donc à Tokyo, Nagoya, Osaka et Fukuoka, donc c'est une ville différente à chaque fois. Mais du coup, par nature, les places sont assez réduites en nombre, et comme il y a de plus en plus de tourisme et de plus en plus d'intérêt peut-être aussi pour ce sport, c'est de plus en plus difficile d'obtenir des places. Donc c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de déçus parmi nos lecteurs qui nous disent, d'ailleurs il y a eu une quota été il n'y a pas si longtemps, une question sur l'espace communautaire de Kanpai, qui parlait de ça, et c'est vrai qu'on rappelle que c'est très très difficile d'obtenir des places pour les tournois de sumo au Japon. Là en quelques minutes à peine, quasiment tout est vendu, et il ne reste qu'à faire la queue le jour un des jours du tournoi en fait, préférablement pas les premiers derniers jours ni les week-ends, pour espérer avoir une place tout en haut de l'arène. Voilà. Sinon, vous pouvez toujours, en vous baladant dans le quartier de Ryogoku à Tokyo, essayer de voir croiser des lutteurs sumo, ou alors peut-être voir un entraînement, mais ça après, c'est un petit peu, ça, on vous laissera faire de votre côté. Puis comme tu le disais, vu que c'est des événements qui n'ont pas lieu toute l'année, c'est pas comme au foot où on pourrait aller voir par exemple au rugby se déplacer assez facilement dans un stade. En plus de ça, il n'y a pas trop de stades, les salles de combat, etc. sont assez rares, donc c'est vrai que ça explique d'autant plus le fait que ce soit de plus en plus rare et de plus en plus cher aussi pour se placer, quoi. Et on va enchaîner avec un 3e scandale, et ce sera le dernier de ce podcast, hein. C'est pas un podcast dédié au scandale au Japon, mais celui-ci concerne un footballeur, Junya Ito, qui évolue au Stade de Reims, donc un club français, club qui est classé 8e au championnat de Ligue 1 pour le moment. Donc Ito, il fait l'objet d'accusations pour des agressions sexuelles sur 2 femmes, pour des faits qui remontent au mois de juin 2023, lorsqu'il jouait en équipe nationale donc au Japon à Osaka.
Les faits, ils ont d'abord été révélés par un média japonais avant que cela n'arrive évidemment en France, puis en Europe, là où il évolue en ce moment. Et une des victimes présumées, donc, elle déclare avoir été trop alcoolisée par ce joueur avant de s'être retrouvée dans son lit à moitié consciente. Et donc, lui, de son côté, affirme que la relation a été consentie. Donc, sans détailler plus ce que l'on pourrait voir dans différents médias, parce que tout ne concorde pas forcément encore pour le moment, mais donc, les plaintes ont bien eu lieu. Et lui aussi a porté plainte pour diffamation apparemment, donc, puisqu'il réclame maintenant 200 millions de yens, on va dire à peu près 1,2 million d'euros. Donc il réclame cet argent aux deux femmes qui l'accusent pour des dommages et intérêts. Et l'intérêt, c'est aussi le fait de laver son nom, on va dire, parce que c'est important au Japon de ne pas avoir son nom justement qui va être bafoué. Donc ce scandale, il est évidemment remonté aux oreilles du Stade de Reims, qui a fini donc par publier début février un communiqué de presse officiel dans lequel il rappelle son soutien aux joueurs, tant qu'en fait on n'avance pas plus sur l'affaire. Donc le club renvoie effectivement l'affaire au Japon, car il précise que ce pourquoi il était inculpé, ça se passait donc au Japon, et que lui en France, son comportement jusqu'à présent est exemplaire selon le Stade. Donc affaire à suivre, peut-être que si on en apprend plus, on vous en dira des nouvelles. Mais voilà ce qui est en cours avec ce joueur Junya Ito qui évolue donc au Stade de Reims en France. On va pouvoir rebondir sur une autre actualité du mois de février, voire même fin janvier on va dire, mais qui a été actée le 5 février puisque la Miss Japon qui a été élue le 22 janvier dernier a renoncé à sa couronne le 5 février. Carolina Shino, c'est en effet la première femme à avoir été élue sans être née sur le territoire japonais, donc c'est un concours au Japon qui date de 1950, et bien qu'elle soit arrivée à 5 ans, puisqu'elle a un beau-père qui est japonais, elle a été naturalisée en 2022. Donc ses origines, comme je le disais, elle est ukrainienne, et pour la citer donc, puisqu'on va voir que ça fait écho à ce qui s'est passé, à ce pourquoi elle a rendu sa couronne. Donc le jour de, je crois que ça devait être le jour de l'élection, elle a dit donc il y a des barrières raciales et de nombreuses situations où je n'ai pas été acceptée comme japonaise et je le suis aujourd'hui et je vous remercie. 人種の壁というものもあり、日本人として生きてはいますが、なかなか受け入れてもらえないことも多くあった中で、今回本当に日本人として認められたという気持ちで感謝の気持ちでいっぱいです。Donc ça c'était avant de rendre sa couronne. Puisqu'il y a diverses polémiques malheureuses qui l'ont motivé à renoncer à son nouveau statut, notamment le fait donc à la base de la xénophobie évidemment au Japon, où c'est vrai que le fait d'être étrangère et représenter les Japonais et les Japonaises a été apparemment mal vu. Donc c'est surtout des insultes sur Internet qui ont eu lieu en masse très rapidement. Et il y a également aussi tout un fond de vie privée qui ne passe pas au Japon puisqu'elle aurait eu une relation avec un homme marié. On n'est pas allé fouiller plus que ça évidemment dans ces infos puisque ça nous passe un peu au-dessus évidemment. Mais toujours est-il que c'est ce qui est retenu par le public et c'est cet harcèlement qui a fait qu'elle a renoncé à sa couronne alors même que l'organisation, donc le jury avait voté pour elle, que l'organisation elle a choisi de ne pas la remplacer par des dauphines. Ça c'est plutôt une bonne chose je dirais, de ne pas la remplacer et donc le Japon se retrouve sans Miss cette année. Oui, alors ça c'est un peu une constante, je vais pas dire l'histoire des Miss parce que ça c'est nouveau, mais quand on a une femme qui a une liaison, même si elle a totalement le droit de le faire, même si c'est l'homme marié en l'occurrence qui a fauté, c'est vrai que malheureusement souvent la faute est rejetée sur la femme dans la société japonaise, donc au pilori entre guillemets, c'est un peu triste, mais malheureusement ce n'est pas nouveau. Puis comme on vous le disait avec le contexte on va dire, où la femme n'est pas forcément trop mise en avant au Japon, tout à l'heure on parlait de la sphère politique, mais ça va être quelque chose de général, c'est vrai que là du coup malheureusement elle cumulait et ça a été peut-être trop pour la société japonaise. En tout cas, je parle plus de l'univers Internet, on va dire. C'est plutôt ça qui a pesé dans la balance. Et une membre du jury, elle se réjouissait justement que ce soit cette femme-là qui soit élue, donc Carolina Shino, puisqu'elle a dit, elle parle et elle écrit un japonais magnifique et poli, et en plus, elle est plus japonaise que nous. Ouais, alors ça c'est toujours un petit peu l'éternel débat. Ça relance d'ailleurs le débat sur le visa
enfin la différence entre le visa permanent et puis celui où on demande la nationalité japonaise, c'est qu'en fait on ne sera jamais japonais. Et ça, les Japonais le feront toujours ressentir, parfois de manière maladroite ou inconsciente, mais ce sera impossible du fait, justement, on parlait de l'ethnie, malheureusement, entre guillemets, ou pas, hein, selon comment on se place. Mais c'est quelque chose. Là, je voyais en fait dans l'article sur lequel on a travaillé, Charlie, mais la photo en fait de la Miss Japon avec ses 4 dauphines. Et c'est vrai qu'au centre, on voit Carolina Shino, pardon, qui a un faciès étranger, entre guillemets, même si elle est japonaise. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, sur Internet ne passe pas. Et puis après, les forums et Twitter, etc., font leur travail. Oui, parce qu'on dit les Japonais, mais en fait, les critiques, elles sont venues un peu du monde entier également. Et tu parlais de visa, Gaël, ça tombe bien. Magnifique transition. Oui, on fait comme on peut, puisque nous allons parler du visa des influenceurs. Donc c'est un autre nom, on va parler de nomades numériques, puisque en effet le Japon se penche sur une nouvelle forme de visa pour les travailleurs qui sont dans cette nouvelle catégorie encore un peu obscure, donc de nomades numériques. Cette nouvelle façon de voir les choses, ça permettrait de rester plus longtemps en théorie sur le territoire japonais et donc de stimuler la croissance économique, parce que le Japon se rend bien compte que c'est une économie un peu cette économie nomade ne rentre peut-être pas assez dans les caisses de l'État. Toutefois, ce pas en avant ne fait pas l'unanimité, puisqu'en fait ça semble déjà assez décevant par rapport à tout ce que font les autres pays d'Asie autour, comme à Taïwan par exemple et en Corée. Corée du Sud, bien sûr. Oui, Corée du Sud, c'est vrai que... Un peu moins de visa pour la Corée du Nord en ce moment. Les influenceurs Corée du Nord... je vais vous énumérer donc quelques caractéristiques de ce visa, ses forces et ses faiblesses. On pourra commencer donc par ce visa qui a une durée de 6 mois non renouvelable, soit 90 jours de plus par rapport aux possibilités actuelles. Je crois qu'il faudra quand même attendre 6 mois après le départ pour faire une nouvelle demande. Donc là je disais non renouvelable, mais c'est sous condition. En termes de revenus annuels, il faudra au moins 10 millions de yens, donc 63 000 euros. Donc c'est beaucoup pour des influenceurs. Voilà. Si on n'est pas sponsorisé NordVPN, c'est difficile. Il faudra également d'autres conditions, comme souscrire à une assurance privée. Ça ne donne pas le statut de résident, donc pas de carte de résidence pour ces travailleurs-là. Il faut être également auto-entrepreneur, donc on doit être lié par contrat à une entreprise ou une institution étrangère obligatoirement. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vois tes yeux, Gaël, il y a beaucoup de conditions. Et les conjoints et les enfants, par contre, pourraient être acceptés pour l'entrée. Donc ça, on ne sait pas encore quand ça va être mis en œuvre, parce que dès que c'est sorti, en fait, ça fait un peu scandale, puisque c'est pas suffisant et c'est un peu trop flou encore. À titre de comparaison, Taïwan, c'est jusqu'à 2 ans de visa et la Corée du Sud, c'est jusqu'à 3 ans. Il y a 49 pays qui sont éligibles pour le visa au Japon pour l'instant avec cette facette de nomade numérique. Seulement 49 pays, donc, mais pas la Suisse par exemple. Je ne savais pas. Ouais, ça montre vraiment que le Japon essaye à tout prix de se moderniser, mais ne le fait vraiment pas de la bonne manière. Enfin, le métier d'influenceur, je crois qu'il n'est pas nouveau. Certes, il a que quelques années, entre guillemets, mais vraiment, c'est quelque chose qui participe de la mise en avant du Japon partout dans le monde. Je veux dire, le Japon, c'est un pays instagrammable, on cesse de le répéter. Et puis, beaucoup d'entre vous viennent à connaître le Japon par son décor, par son visuel, par ne serait-ce que les cerisiers, les temples, sa nature, etc. Donc le visa influenceur tel qu'il devrait être imaginé, à notre avis, par le Japon, c'est quelque chose quand même de plus accueillant. Là, on est vraiment dans un système un petit peu hybride entre le visa touriste qui dure donc 3 mois ou 6 mois pour nos amis suisses, et le PVT, donc le visa vacances-travail qui dure 1 an, et aussi un petit peu le visa de travail. Là, j'ai du mal à comprendre, enfin, je vois quasiment si le visa influenceur nomade numérique vient à naître tel qu'il est présenté aujourd'hui, je vois d'ici les news dans 6 mois ou 1 an disant seulement 34 personnes en ont bénéficié, parce que les conditions sont tellement restrictives que ça en devient ridicule. Et en plus de ça, c'est contre-productif. Ça donne une mauvaise image du Japon. Donc je pense que c'est quelque chose qui est imaginé par des personnes qui ne connaissent pas ce métier, entre guillemets, d'influenceur, qu'on peut critiquer à d'autres égards. Ça, c'est pas le sujet de notre chronique. Mais c'est quand même dommage que le Japon mette un pied vers les influenceurs, mais le fasse d'une manière qui est tellement rétrograde, entre guillemets, qu'elle devient grotesque. C'est vrai que dans les quelques news qu'on a abordées jusque-là, c'est vrai qu'il y a ce pas en avant, mais au final,
qui est clairement pas suffisant. Ça fait un peu, on fait une démarche pour dire qu'on est dans le mouvement, mais c'est vrai que c'est jamais trop. On avait vu ça avec la pilule abortive, par exemple, etc. Ça fait vraiment une vitrine, mais au final, derrière, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ça sert à rien dans les faits, et il faut que ce visa soit revu avant qu'il sorte, sinon il servira à rien. Et on va perdre encore des années. Si le Japon veut continuer à promouvoir son Cool Japan, il faut vraiment qu'il se donne les moyens de le faire. Alors, il y en a qui le font comme tel que nous, et beaucoup d'autres. On ne se considère pas influenceur, mais quelque part, on a aussi, entre guillemets, un pouvoir d'influence du fait qu'on est lu et écouté, etc. Mais c'est vrai que s'ils veulent qu'il y ait plus de monde qui mette en avant le Japon, il faut pas le faire comme ça sert à rien. Prochaine info pour le mois de février, on vous parlait en introduction donc, que l'on aborderait la fin d'un Matsuri, donc un festival japonais. Et donc on va parler d'un festival millénaire qui a pris fin cette année, le Matsuri Somensai, qui avait lieu lui chaque année, donc depuis 1000 ans. Il s'est tenu pour la dernière fois le 17 février 2024 au temple Kokuseki. Et donc ce temple se situe dans la préfecture d'Iwate, donc c'est dans le Tohoku au nord-est du Japon. Ce festival Gaël, il représente donc les hommes nus. C'est un des Matsuri les plus insolites du pays, où on voit des centaines d'hommes vêtus seulement d'un petit pagne et ils vont s'asperger entre eux d'eau froide qui vient d'un ruisseau pour se purifier. Puis ensuite ils vont défiler et s'affrontent dans une enceinte du temple afin de prier pour de bonnes récoltes et une bonne santé. Donc vous ne faites pas ça chez vous. Cependant, donc, la crise démographique est telle, on en parlait pour l'économie, mais ça va être aussi le cas pour certains festivals, donc fêtes religieuses ou autres. La crise démographique, elle, et notamment depuis le coronavirus évidemment, va avoir raison de certains efforts de personnes, pour associations, etc., pour mettre en place des événements, et notamment ici avec les efforts des prêtres, du temple, qui déclare que c'est trop difficile maintenant d'organiser ce Matsuri, bien qu'il soit très populaire et qu'il y a beaucoup de spectateurs, puisqu'en fait il n'y a plus assez d'hommes jeunes dans la région pour assurer la bonne tenue d'un festival qui a lieu depuis 1000 ans chaque année, sans exception quasiment. Donc voilà, donc on verra après pour d'autres événements si ça les impacte, mais en tout cas celui-ci particulièrement, c'est déjà en train d'être supprimé du paysage culturel japonais. Non, après, moi, je vais pas te mentir, Charlie, je le connaissais pas, hein, ce festival. Il y en a énormément des Matsuri au Japon. Et celui-ci, en plus, dans une région assez peu touristique. Donc, ce qui est plutôt triste, c'est de voir qu'il y a des traditions millénaires qui disparaissent, quel que soit le pays, hein, mais au Japon en particulier. Alors après, là, je le rapproche en fait d'une autre petite news qu'on n'a pas voulu aborder séparément, mais on a un autre festival qui a fait entre guillemets l'actualité là, ces derniers temps, parce que le festival de Konomiya Hadaka, donc c'est le festival aussi de l'homme nu de Konomiya, qui a lieu le 22 janvier dans une ville qui s'appelle Inazawa à côté de Nagoya, a accueilli pour la première fois des femmes. Alors ils sont pas nus, on appelle ça le festival de l'homme nu, ils sont quand même, les parties sont cachées, mais voilà, ça montre qu'il y a aussi, c'est pas le seul festival représentant de ce sous-genre, si ça vous intéresse, et on pourra quand même en profiter au Japon si on le souhaite, mais c'est vrai que c'est toujours triste de voir des traditions qui disparaissent. Et pour l'instant, ça va être maintenu d'une forme différente, puisque l'an prochain, il y aura des cérémonies et des prières qui vont être beaucoup plus confidentielles et qui seront tenues par les moines dans le temple. Mais voilà, il n'y aura plus ce festival officiel. Et prochaine info, on va évoquer avec vous une triste nouvelle pour pas grand-chose, dans le sens où un professeur d'un collège a été licencié pour un café sous-payé. C'est-à-dire qu'il a payé son café, mais pas assez cher. Alors pourquoi on dit ça ? En fait, c'est un directeur de lycée japonais qui a été arrêté à Takasago, donc c'est une ville qui est à environ 7 heures de Tokyo, puisqu'un ouvrier l'aurait vu dans une boutique se servir une grande tasse de café dans un distributeur automatique, alors qu'en fait il avait payé pour le petit format. Donc si vous ne le savez pas, au Japon, quand on passe dans les combini et autres, on va payer à la caisse le café que l'on souhaite, mais en fait après c'est à vous de vous servir et donc vous avez accès aux touches que vous voulez. Donc ce monsieur, donc c'est un enseignant, il a 59 ans, et ce monsieur il a payé donc son café court et il a pris un café long, et vous allez voir que les conséquences ne sont pas sans reste, puisque l'homme il a été donc arrêté, il a été interrogé également, et tout de suite il s'est évidemment excusé pour sa mauvaise conduite, et il a avoué qu'il avait fait 3 fois cette démarche dans la boutique, 4 fois cette démarche dans une autre, cette démarche, je veux dire, payer un café moins cher qu'il ne le devait, dans une autre boutique, soit une fraude de 490 yens
Là, on est sur de la grande délinquance. Là, je pense que oui. Là, je pense que... Ah, je voulais citer des hommes politiques français, mais je ne les ai pas en tête. Balkany peut aller se rhabiller. Et si on vous en parle, c'est que le coup de grâce a été porté à cet enseignant, puisqu'il s'est vu retirer pour cela sa licence d'enseigner, donc. Et en plus, on lui a interdit donc d'avoir le versement de son indemnité de retraite qui équivalait à 20 millions de yens. Donc, c'est pas le seul cas. Si on en parle, c'est que c'est pas le seul cas au Japon. Il y a déjà eu des cas de ce type-là. Et donc, on voit aussi l'importance de la délation et de vous, en tant que touriste, de bien respecter, si vous prenez un café court, évidemment, de bien sélectionner le bon café. Oui, bon, après, là, l'exemple, il est un peu extrême. Alors, tu l'as dit, Charlie, oui, c'est déjà arrivé. Et je pense qu'on en reverra aussi un peu plus tard. Mais malheureusement, c'est vrai que au Japon, la règle, c'est la règle. Et puis, la fraude, c'est très, très mal vu. Alors là, c'est un peu dur quand même pour quelques euros, entre guillemets. Ce monsieur perd plus de 100 000 euros de retraite d'un coup. C'est un peu dur, surtout que tu l'as dit, il avait quand même 59 ans. Après, ça nous permet d'aussi vous expliquer qu'au Japon, quand vous allez surtout dans les campagnes, vous faites un petit peu de voiture, par exemple, si vous faites un peu de tourisme avec votre traduction de permis de conduire, ou alors vous êtes vraiment dans des zones un peu plus reculées, vous verrez souvent sur le bord des routes, dans des petits abris, des paniers ou des choses comme ça, avec souvent c'est des fruits et des légumes, avec une petite caisse, et on met juste une pièce et on peut retirer il y a le prix en fait qui est indiqué, je dis n'importe quoi, un navet, 300 yens. Vous mettez 300 yens et vous prenez le navet et personne ne surveille en fait. Et à la fin de la journée, les personnes qui gèrent ce petit stand en fait viennent récupérer les pièces. Donc bien entendu, on le fait par respect et par politesse et par suivi de la règle. Mais c'est vrai qu'au Japon, si vous êtes vu, ça peut très mal se passer. Donc on vous le dira toujours, respectez les règles. C'est pas parce que vous êtes étranger qu'il va se passer ce genre de choses pour vous, évidemment. Peut-être qu'il y aura un peu plus de clémence, mais c'est pas du tout une raison pour le faire, bien au contraire. Du coup, on va passer sur une news un petit peu plus capitaliste, avec la vente des Switch. Alors, la Nintendo Switch est devenue, ce mois de février 2024, la console la plus vendue de tous les temps au Japon. Avec 33,34 millions de ventes. Elle a dépassé la Nintendo DS, donc une autre console du même constructeur de Kyoto, je le rappelle. Vous pouvez même aller voir le bâtiment de Nintendo à Kyoto, c'est vers le Fushimi Naritaisha au sud de la gare. La DS avait, elle, 33 millions de ventes, et pour la petite comparaison, la PlayStation 5, qui est un petit peu plus récente, a vendu seulement 5 millions de consoles, donc 33 millions de Switch. C'est quasiment 7 fois plus. Alors dans le monde entier, il y a eu 140 millions de Switch vendus. C'est la troisième console la plus vendue de l'histoire, après la PlayStation 2 à 155 millions et la Nintendo DS justement à 154 millions. Donc on suppose que d'ici sa fin de vie, la Switch pourrait être la console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Même si ses ventes sont en baisse parce que la console a quand même déjà 7 ans, ça reste quand même une performance assez impressionnante. Et pour le petit listing des jeux les plus vendus dans le monde sur la console, sur la Switch, la première vente c'est Mario Kart 8 Deluxe avec 57 millions, ensuite Animal Crossing 44 millions, Smash Bros Ultimate 33 millions, Zelda Breath of the Wild, donc le premier Zelda qui est sorti avec la console en 2017 à 31 millions, et Super Mario Odyssey 27 millions, suivi des Pokémon. Pour comparaison, un des jeux les plus vendus de l'histoire, c'est GTA V bien entendu, avec 195 millions. Et au niveau de la Switch, les bruits de couloir, en tout cas les rumeurs quasiment les plus sourcées, disent que la prochaine Nintendo Switch devrait sortir début 2025. Ah oui, tu vois, je pensais que ce serait fin 2024, donc merci de la mise à jour. C'est Bloomberg, je crois, qui a sorti ça. Et pour rester dans l'univers pop culture, nous avons parlé du Mangalix de ces derniers temps, donc du mois de février, puisqu'il y a 2 étrangers qui ont été arrêtés dans la préfecture de Kumamoto pour avoir enfreint la loi sur des droits d'auteur en publiant des images en avance de l'anthologie Weekly Shonen Jump. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le Shonen Jump ? Alors c'est la bible du manga entre guillemets, c'est une publication hebdomadaire, donc comme son nom l'indique. Publication hebdomadaire, donc c'est une sorte d'annuaire, en fait c'est un peu le format, si vous connaissez les anciens bottins, donc ça fait je sais pas quelques centimètres d'épaisseur et toutes les semaines c'est publié, donc ça
ça diffuse en fait chaque semaine le nouveau chapitre des mangas les plus en vogue. Donc shonen, en fait, le genre, c'est le genre des garçons, entre guillemets, même si voilà, c'est un petit peu daté maintenant. Mais ça va être tous les mangas de type One Piece, Naruto, etc. Et c'est un des... Je crois que c'est l'hebdomadaire le plus vendu d'ailleurs, le Shonen Jump. Oui, donc forcément, ça fait scandale puisque un des deux étrangers qui a été arrêté est français. C'est le dirigeant de Japan Deal World, donc JD World, qui est un site d'achat en ligne de produits d'animé. Et il est enregistré à Tokyo. Donc sur le Twitter de JD World, on assure encore que l'entreprise va toujours tourner, qu'ils vont faire leur maximum pour envoyer les commandes, etc., tant que possible. Et donc le tant que possible souligne aussi le fait qu'on voit bien que ça sent mauvais aussi pour l'entreprise, puisque... là, c'est vraiment une histoire de droit d'auteur. Autant ça se fait les leaks dans les mangas, etc. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, c'était encore pas commun, notamment pour des étrangers qui vont publier en avance des images de ce Shonen Jump. Si cela se fait, donc s'ils ont pris ce risque-là, on peut dire aussi que c'est du fait que c'est quelque chose qui est très demandé, ces types de leaks, d'avoir les infos et les images en avance. Et tout ce qu'on peut dire de ça, c'est que c'est vraiment quand même un manque de respect par rapport aux créateurs, tant aux dessinateurs qu'aux lecteurs également, qu'on entend souvent parler de spoil. Mais là, c'est vraiment plutôt une publication en avance qui va contre les droits d'auteur qui a gêné justement le Weekly Shonen Jump. Donc à ce jour, on ne sait pas trop encore ce qu'ils encourent, comment ils sont tenus entre guillemets par la police. Ils sont pas en prison, mais du coup on ne sait pas trop ce qu'il va en être de leur sort. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être aussi suivez le Twitter de JD World qui a été assez réactif justement pour dire qu'il continuait jusqu'à ce que ce soit encore possible. Dernière news de notre liste pour ce mois-ci, la floraison des cerisiers en fleurs. Donc on vous en parlait déjà le mois dernier et en fait ça arrive dans les prochaines semaines. Donc dans notre prochain épisode d'actualité, ça aura déjà commencé depuis quelques temps. Le calendrier s'est mis à jour. Donc là la floraison est attendue maintenant pour le 21 mars à Tokyo et autour du 24 mars à Kyoto et Osaka. Alors c'est toujours un petit peu plus tard quand on va vers le nord et un petit peu plus tôt quand on va vers le sud. Si par exemple vous arrivez plus tôt, il faudrait mieux commencer par le Kyushu par exemple. Et si vous êtes au Japon plus tard au mois d'avril, là il faudra monter dans le nord vers le Tohoku ou Hokkaido. Donc voilà, on a souvent tous les ans un petit peu des déçus des voyageurs qui arrivent au mois d'avril, mais peut-être à cause des vacances scolaires, mais c'est malheureusement un petit peu tard. Parce que la floraison, voilà, comme on le voit, commence dès la vers le 20 mars, quoi, autour du 20 mars. Et le pic, souvent, c'est avant la fin du mois de mars. Comme c'est très très court, on a parfois des déçus de personnes qui arrivent en avril et il y a déjà plus rien. En revanche, et vous le savez si vous avez suivi Kampai, on a des floraisons qui sont plus précoces. Alors déjà les pruniers qui commencent dès le mois de février. Et puis on a certaines espèces de cerisiers qui s'appellent les Kawazu Sakura. Et justement on a un de nos reporters qui est parti les voir là pendant le pic. Il y a seulement quelques jours, autour de la mi-février, et qui a pu apprécier la ville de Kawazu, qui n'est quand même pas tout près de Tokyo, mais c'est faisable sur la journée aller-retour, ça fait une grosse journée, et qui a pu apprécier un très beau décor de cerisier. Donc si vous êtes au Japon au mois de février, il y a quand même possibilité, en connaissant un petit peu, en cherchant sur Kampai, de voir des beaux paysages de cerisiers en fleurs. Donc au niveau de nos sujets récurrents, donc on va parler évidemment de la fréquentation touristique, parce que là on vient d'avoir donc à la fois les chiffres de janvier et aussi ceux de l'ensemble de l'année 2023. Donc 2023 finit avec 25 millions de touristes étrangers qui sont venus au Japon. Donc on est encore loin des quasiment 32 millions de voyageurs qu'on a eu en 2019 avant le Covid, mais c'est quand même une belle reprise, parce qu'on le rappelle en fait en 2020, 2021 et 2022 on a eu 4 millions de voyageurs tout au plus. Donc là c'est vraiment une reprise en fanfare, et d'ailleurs cette reprise elle est encore renforcée par les chiffres qu'on a eu du mois de janvier, où il y a eu quand même 2 700 000 voyageurs étrangers qui sont venus sur le territoire japonais, rapproché du 1,5 million seulement qu'il y avait eu en janvier 2023. Donc on était seulement quelques mois après la réouverture du Japon, mais c'est vrai que là on repart quand même sur des chapeaux de roue. On est vraiment très très proche de ce qu'on avait en 2019, donc on devrait avoir une belle année touristique et sans doute dépasser cette année les 30 millions de voyageurs étrangers. Et alors pour la petite anecdote, on va vous parler de la ville de Kawagoe, donc, qui est une petite ville à côté de Tokyo. Souvent, alors les voyageurs y vont quand ils n'ont pas l'occasion d'aller à Kyoto, par exemple quand ils sont à Tokyo que quelques jours,
pour un voyage qui est quand même assez limité dans le temps, on peut aller à Kawagoe, qui est une sorte, on appelle ça la petite Kyoto. Alors bon, moi, j'ai pas trouvé ça forcément exceptionnel, mais malgré tout, ça peut avoir son intérêt. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la ville de Kawagoe a annoncé avoir doublé son précédent record de nombre de visiteurs. Donc la popularité de la ville est à son comble actuellement. Et quand on demande au porte-parole de la ville ce qu'il en pense et pourquoi en fait il y a eu autant de monde à Kawagoe en 2023, il répond, je cite dans le texte, Yoku Akaranai, ce qui veut dire je sais pas trop. Voilà, donc on le remercie pour ces... Ça se fait très rare, tu sais, Gaël, les gens qui disent je ne sais pas. Voilà. Bah, lui, en tout cas, il a été comme Louis Aragon. Donc on le remercie en tout cas pour cette analyse. En termes d'événements du mois de mars au Japon, on va citer donc le festival d'Aluma au temple Jinjaiji à Chofu, juste à côté de Tokyo, les 3 et 4 mars. Et ce même jour, donc le 3 mars, le festival des petites filles au Japon, alors c'est beaucoup moins creepy que ça en a l'air, c'est le festival des poupées, donc Hinamatsuri. Donc vous verrez beaucoup de décors en fait si vous êtes au Japon le 3 mars. On appelle ça la fête des poupées. Voilà, donc on vous laissera regarder sur Kanpai en détail ce que ça représente. Le 4 mars, c'est la journée du yen, la monnaie japonaise. Donc on a Charlie et Marjorie, vous aviez fait un podcast dédié il y a quelques temps sur le change de yen, donc évidemment très important quand on va au Japon. Le 11 mars, on fêtera alors tristement les 13 ans du séisme et du tsunami du Tohoku, donc qui a eu lieu en 2011 évidemment. Hélas. Le 14 mars, ce sera White Day au Japon, donc c'est un jour un peu particulier parce que c'est un mois après la Saint-Valentin et c'est le jour où les hommes doivent donner des chocolats aux femmes qui leur en ont offert un mois plus tôt. Ensuite, on a un festival à Sensoji, donc le fameux temple à Asakusa à Tokyo, le 18 mars. C'est la danse du dragon doré, donc c'est assez impressionnant. Kinryu no Mai, la statue, enfin le dragon entre guillemets représenté fait quand même 15 mètres de haut. Et puis évidemment, à la fin du mois, on fêtera les sakura, donc Ohanami, les cerisiers en fleurs à découvrir un petit peu partout au Japon. En termes d'articles publiés sur Kanpai ce mois-ci, donc on a commencé le mois avec une fiche de destination donc sur un hôtel à Kakunodate qui s'appelait Tamachi Bukeyashiki. Ensuite, on a publié un très long article sur un sujet qui est passionnant. Marjorie a pris beaucoup de temps pour écrire cet article sur les 72 saisons du Japon. Donc le calendrier traditionnel Koyomi. Donc dans le calendrier traditionnel japonais, on considère que chaque saison en réalité dure 4-5 jours. Et il y a 72 saisons. Donc Marjorie vous a expliqué ça en long, en large et en travers dans cet article qui est très intéressant. Ensuite, on est monté au nord en fait pour une série de 2 articles à Akita où on a parlé donc d'abord du musée des Matsuri d'Akita, le Nebuli Nagashikan. Et puis on a fait un grand focus sur la préfecture au global, parce qu'on a fait un press tour il y a quelques semaines à Akita et on a pas mal de choses à vous présenter d'intéressant dans cette région du nord du Japon. Après ça, on a publié une autre fiche d'hôtel sur un ryokan assez spacieux, mais également un petit peu rétro, à Oga Onsen. On est revenu du côté de Tokyo pour vous présenter le chat 3D géant. Donc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, Charlie, pendant ton voyage de l'année dernière. Mais à Shinjuku, on a une sorte de grand écran en 3D qui présente des choses assez amusantes, notamment un chat en 3D. Donc c'est juste en dessous c'est assez photogénique, c'est très instagrammable. Donc on a fait un article là-dessus. Et enfin, on a fini donc le mois, enfin presque, avec cet article sur les Kawazu Sakura, enfin Kawazu Zakura en fait, Matsuri, qui est le festival donc de ces cerisiers précoces qui se déroule à Izu. Et au niveau des articles qu'on va vous présenter, donc vous publiez en fait sur Kanpai au mois de mars, enfin on va commencer même dès la fin du mois de février, parce qu'on enregistre un peu plus tôt ce mois-ci. On va commencer par un sujet très sérieux, donc le musée du caca à Yokohama. On va vous présenter également le nouveau TeamLab. Alors, il y a beaucoup de voyageurs qui veulent aller à TeamLab à Tokyo et c'est normal. Et là, il y a le nouveau donc Borderless qui vient juste d'ouvrir et bien entendu, nos reporters sont allés faire un petit tour sur place pour qu'on vous publie une fiche de visite. Et puis, on va parler d'autres choses, donc notamment Yanaka Ginza, la légende de Namazu. Un ferry également qui nous a permis d'aller jusqu'à Hokkaido, un petit Starbucks à Kawagoe justement qui est assez amusant, assez traditionnel, et puis également le cimetière de Yanaka. Donc il y aura pas mal de sujets évidemment
comme toujours ce mois-ci sur Kanpai, donc 2 articles par semaine. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour nos podcasts que nous avons publiés en février, donc pour rappel, on avait commencé avec Marjorie par le podcast Voyage en vous parlant du printemps. Donc on a fait un zoom en particulier sur cette saison. On avait déjà abordé la saisonnalité au Japon dans d'autres podcasts, notamment dans Quand partir par exemple avec Marjorie l'an passé. Mais là on fait un zoom complet sur le printemps. On a enchaîné, enfin tu as enchaîné Gaël avec la super interview de Clément qui est moine au Japon. Et de ce que tu m'as dit, ça va très très bien fonctionner. Oui, ça a beaucoup intéressé. J'en suis ravi parce que c'était passionnant. Et on a enchaîné ensuite avec notre première capsule sur la destination, donc dédiée à des lieux japonais. Et on a évidemment dédié un gros podcast donc, de 2 heures sur Tokyo, et en s'appuyant sur notre tome 4, donc, qui est notre guide de la capitale moderne du Japon. Et donc en mars, si vous nous suivez, je vous rappelle que l'on aura un podcast publié tous les mercredis, donc 4 au total. On commencera par le podcast Voyage le 6 mars avec Marjorie. On va vous dédier une capsule donc, à la carte Suica ou en tout cas Ikoka désormais. Vous verrez qu'il y a plusieurs appellations, donc ce sont ces sortes de porte-monnaie électronique, oui merci, que l'on utilise très aisément au Japon, qui sont très très pratiques pour le voyage. Ensuite Gaël, tu vas enchaîner avec l'interview de Caroline Monoya. Tu peux nous la présenter peut-être rapidement déjà ? Oui. Caroline, c'est une personne qu'on connaît bien depuis pas mal de temps à Kanpai, et elle est mariée avec Yoshi, donc son mari, avec lequel ils ont une entreprise qui va réutiliser des tissus et puis faire de l'artisanat, en fait, des tissus de kimono notamment. Donc elle va nous expliquer un petit peu son activité. Donc là, ce qui est très sympa aussi, c'est qu'on arrive à avoir quand même pas mal de métiers en une année de podcast et interview. Tu nous as présenté quand même pas mal de profils différents. Ça avait fait pas mal tourner, on va dire, des profils influenceurs au départ. Et puis en fait, tu te diversifies quand même pas mal niveau métier. Donc ça, c'est chouette. Et on fera un nouveau podcast destination. Je pense aussi celui-ci assez conséquent, puisqu'on va aborder Kyoto, qui est très entendu aussi par les touristes. C'est, on va dire, Tokyo, Kyoto, Osaka, ce sont vraiment des destinations phares, on va dire, pour les premiers voyages ou même des voyages de récidive au Japon. Et le podcast actualité pour le mois de mars, lui, il sortira début avril, le mercredi également. Donc je pense qu'on a fait le tour des news japonaises avec toi Gaël, je te remercie encore. Oui, je voulais aussi remercier en particulier les lecteurs et lectrices qui nous achètent nos bouquins. Donc tu en parlais en fait, les livres Kanpai, donc tu parlais du tome 4 que vous avez abordé longuement dans le podcast Tokyo. On vend donc nos livres uniquement sur Kanpai, à l'unité, mais aussi en pack. Et en plus des packs voyage, on a aussi un pack qu'on appelle soutien. Donc, c'est celui qui inclut nos 4 tomes de voyage, mais aussi nos e-books d'apprentissage du japonais. Donc le pack soutien, il est acheté chaque mois par un certain nombre de nos lecteurs et lectrices, et on les en remercie parce qu'ils permettent de financer l'ensemble de nos activités, notamment nos rédactions et nos reporters sur place. Donc ce mois-ci, en février, on remercie Julien, Pascal, Alexandra, Sylvia, Carmelo, Muriel, Florence et Johan qui vont commander un pack soutien, donc encore une fois exclusivement sur kanpai.fr. C'est la fin de notre podcast d'actualité du mois de février. Avant de se quitter, on voudrait évidemment vous remercier encore une fois. Je vous rappelle que c'est les 1 an du podcast, donc c'était un peu un test au départ et puis au final ça a bien fonctionné. Donc on a développé le nombre de podcasts, on en sort 4 par mois, sur des thématiques à chaque fois différentes. Et donc merci encore pour toutes ces écoutes. Et ce qu'on pourrait vous demander peut-être encore plus, c'est aussi en plus d'écouter le podcast, c'est de le partager, que ce soit sur les réseaux, en faisant des publications par exemple, où vous nous taguez sur Kanpai, ou alors aussi le bouche à oreille évidemment. Donc n'hésitez pas à faire notre pub, parce qu'en fait on se rend compte que ça fonctionne plutôt bien. Donc plus on en parlera autour de nous, mieux ça fonctionnera encore. Donc voilà, donc, si vous nous taguez, on n'hésitera pas à partager en fait vos stories Insta ou sur Twitter ou autre. Donc on vous remercie en tout cas de faire du bruit autour du podcast, que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous encourage à continuer et à aborder encore plus de sujets sur le Japon. Et récemment, en plus, on a fait une sorte de rétrospective sur les réseaux pour vous relister si ça vous intéresse, même si vous avez la liste sur les plateformes de streaming de podcasts. Rétrospective donc des 1 an, donc avec ces 30 épisodes, donc soit les interviews, les destinations, les voyages ou les actualités. Donc merci à toi Gaël, merci à vous pour votre écoute et on se dit à très bientôt. Merci Charlie. Au revoir Gaël. Salut.
Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.